Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Victor Hugo et plus particulièrement de son œuvre, de son recueil intitulé Les Contemplations. Je vous propose aujourd'hui une fiche de lecture en lien avec la problématique imposée pour cette étude lors du baccalauréat, c'est-à-dire les mémoires d'une âme. La vidéo se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, une petite présentation de l'auteur. Je ne retiendrai évidemment de sa biographie que les éléments qui sont en lien directement avec l'œuvre. Ensuite, une présentation de l'œuvre proprement dite. Il ne s'agit pas d'un résumé puisque il est difficile de résumer une œuvre qui n'est pas à proprement parler une œuvre narrative, mais au moins d'une étude de sa structure. Ensuite, nous nous intéresserons aux principales thématiques et enfin, nous verrons en quoi cette œuvre s'inscrit bien dans la problématique Les mémoires d'une âme. Nous commençons par nous pencher sur la biographie de Victor Hugo, dont vous voyez une représentation sur votre écran. J'ai, je le répète, sélectionné quelques éléments en lien avec l'œuvre étudiée. Victor Hugo, c'est tout d'abord bien sûr un poète, et un poète extrêmement précoce. Il naît en 1802, on le sait grâce aux archives bien sûr, mais aussi grâce à un poème dans lequel il évoque sa naissance en disant ce siècle avait 2 ans. Très vite, il s'illustre par la façon dont il manie la langue française, et il la manie avec tellement de brio qu'à 15 ans, il est recalé d'un concours de poésie parce que le jury ne conçoit pas qu'un enfant, un adolescent de son âge ait pu produire une telle œuvre. La suite des aventures montrera au jury, bien évidemment, qu'il était en tort. En 1820, Victor Hugo a donc 18 ans, il reçoit du roi une pension d'environ 2000 francs. Une pension de 2000 francs, c'est ce qui va lui permettre de ne pas avoir à exercer un emploi autre que celui de la création littéraire. Donc à partir de 1820, il va pouvoir entièrement se dédier à la poésie. En 1830, il devient le chef de file du romantisme. Le romantisme, c'est le mouvement dans lequel s'inscrit le recueil étudié, les contemplations. Donc je vous invite évidemment à aller relire vos cours sur le romantisme. Et il devient le chef de ce mouvement avec la publication d'un drame, d'une pièce de théâtre qui s'appelle Hernani. La première représentation d'Hernani va devenir la date officielle, et je mets bien sûr des guillemets à officiel, de la naissance de ce mouvement romantique. Pourquoi? Parce que Hernani va briser tout un tas de codes théâtraux, va enfreindre les règles du théâtre et va donc devenir un événement littéraire au moment de sa sortie. Événement que l'on retient sous le nom de bataille d'Hernani, puisque dans la salle de spectacle vont s'affronter les partisans de Victor Hugo et les opposants à Victor Hugo. Il y aura ainsi des représentations extrêmement animées où l'on en viendra aux mains, et puis il y aura aussi, bien sûr, une réécriture a posteriori par les romantiques de cette bataille d'Hernani qui n'a sans doute pas été aussi terrible et aussi capitale qu'ils veulent bien le laisser entendre. Il n'empêche que l'on retient cette date de 1830. Victor Hugo meurt à 83 ans. Il a 83 ans, nous sommes en 1885 et ce sont près de 2 millions de personnes qui vont accompagner son corps au Panthéon. 2 millions de personnes qui suivent le cercueil du poète à travers les rues de Paris. Pour vous donner un exemple de ce que représentent ces 2 millions de personnes au XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque où on se déplace avec quand même moins d'aisance qu'aujourd'hui. Il y a peu de temps, un chanteur populaire est mort du nom de Johnny Hallyday et son enterrement à Paris a été considéré par certains comme un événement national. Événement national qui a regroupé entre 500 000 et 1 million de personnes, c'est-à-dire au bas mot 2 fois moins de personnes que l'enterrement de Victor Hugo. Cela vous donne une idée de la renommée qui était celle du poète, y compris de son vivant. Victor Hugo est un poète, mais il est aussi un homme et un père. Victor Hugo a un grand amour de jeunesse, et c'est Adèle Fouché. À 17 ans, il tombe fou amoureux d'elle, mais il ne peut pas entretenir de relation avec elle parce que la mère de Victor Hugo y est opposée. La légende veut aussi que le frère de Victor Hugo, Eugène Hugo, ait été jaloux de cette relation. Toujours est-il que la relation n'aboutit pas du vivant de la mère de Victor Hugo. Mais quand elle meurt, on est en 1822, Victor Hugo a donc 20 ans, il épouse Adèle et ils vont avoir 4 enfants. La première, c'est Léopoldine. Léopoldine meurt en 1843. Elle vient de se marier avec Charles Vacquerie. Elle a 19 ans. Elle va faire une balade en barque avec son mari.
La barque chavire et Léopoldine se noie. Son mari est là, il plonge, il essaie de la rattraper, il essaie de la ramener à la surface, mais sans doute que son corps est alourdi par le poids des vêtements qui ont été gorgés d'eau. Et je rappelle que la tenue des femmes de l'époque impliquait un certain nombre de dentelles et de froufrous qui peuvent rendre effectivement l'opération difficile. En tout cas, Charles Vacquerie va essayer de sauver sa femme, il ne réussit pas et il meurt avec elle. La légende veut qu'il se soit laissé mourir, qu'il se soit laissé noyer. Alors elle est vraie, elle est fausse, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en 1843, Victor Hugo connaît donc un double deuil. Le deuil de sa fille et le deuil de son gendre, qui était aussi un homme dont il était très proche. Et les contemplations qui nous préoccupent sont organisées autour de cet événement tragique. Il y a dans les contemplations deux sections, autrefois, aujourd'hui, et ce qui sépare l'avant du maintenant, c'est évidemment la mort de la fille, l'entrée du deuil, de la souffrance, de l'horreur dans la vie du poète. Je vous invite à voir le poème en forme de point de suspension par lequel s'ouvre ou presque le livre 4. Ces points de suspension qui sont une façon de dire, sans mots, puisqu'il n'existe pas de mots pour cela, la douleur du père face à la mort de l'enfant. Deuxième enfant, ce sera Charles. Charles meurt à 44 ans en 1871. C'est donc un deuxième deuil de père pour Victor Hugo. Troisième enfant, François Victor, qui meurt aussi très jeune. Il a 45 ans, nous sommes en 1873 et Victor Hugo affronte une nouvelle fois le deuil d'un enfant. Il a un quatrième enfant, une quatrième enfant, c'est une fille qui lui survivra. Donc on peut se dire qu'enfin, la paternité apporte du bonheur à Victor Hugo. Eh bien non, parce que ce quatrième enfant, c'est Adèle. Adèle souffre de troubles psychiatriques importants et à partir de 1872, donc elle a 42 ans, elle va être internée pour érotomanie. L'érotomanie, c'est cette maladie qui conduit l'individu à penser vivre une histoire d'amour avec quelqu'un avec lequel il n'a en réalité pas d'histoire d'amour. À 42 ans, donc elle est internée, elle ne sortira pas de cet internement. Et elle va survivre à tous les siens. Je vous indique que dans une parenthèse qu'elle meurt durant la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit évidemment pas de faire d'Adèle un héros de la Première Guerre mondiale, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle est internée, mais il s'agit simplement de vous montrer que tout cela n'est finalement pas très éloigné de nous. Victor Hugo, donc, va passer sa vie à avoir des bonheurs des enfants et des malheurs, les morts de ses enfants. Victor Hugo reste marié à Adèle Fouché toute son existence, mais il est par ailleurs extrêmement connu pour avoir une libido exacerbée. Si l'on en croit une auteure française du nom de Richard Léclide, il aurait honoré sa jeune épouse 9 fois durant la nuit de noces. Alors, c'est très indiscret, très impudique de le mentionner, mais c'est intéressant quand même pour notre étude des contemplations parce que, en dehors de son mariage, Victor Hugo va entretenir une liaison durant 50 ans avec la comédienne Juliette Drouet. Il entretient cette liaison de 1833 à 1883. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'un certain nombre de poèmes parlent d'elle dans les contemplations, mais aussi parce que lorsque Léopoldine est morte, lorsqu'elle s'est noyée, Victor Hugo n'était pas auprès d'elle, il n'était pas à Paris, il était en week-end avec Juliette Drouet, et que cela rajoutera à la culpabilité du père qui n'a pas pu sauver sa fille. Il aura une autre liaison assez longue pendant 7 ans avec Léonie Donnet, qui est l'épouse d'un peintre de l'époque. Elles ne seront pas les seules femmes à être honorées par le poète, dont on dit qu'il a par ailleurs de nombreuses aventures, y compris avec des prostituées. Victor Hugo est donc un poète, un homme, un père, et il est aussi un homme politique. Sa carrière politique, sa trajectoire politique mérite que l'on s'y attarde un petit peu. Dans la première partie de sa vie, Victor Hugo est légitimiste, c'est-à-dire qu'il est partisan d'un maintien du monarque légitime. Je vous l'ai dit plus haut, il touche une pension du roi, il compose d'ailleurs une ode faisant son éloge, le roi en question c'est Louis XIII, il va assister également au sacre de Charles X, il est donc monarchiste. Les premières révoltes contre la monarchie vont dater de 1830 avec Hernani, puisqu'ils ne se sentent pas soutenus par le pouvoir en place. Entre 1848 et 1849, Victor Hugo va être élu. Il est élu à l'Assemblée constituante, puis à l'Assemblée législative, et il siège tout à fait à droite. Il soutient alors Louis-Napoléon Bonaparte.
En juillet 49, il y a une rupture. Victor Hugo va tenir un discours qui s'appelle le discours sur la misère. Et ce discours sur la misère, dans lequel il prend fait et cause pour les plus miséreux des Français, va l'éloigner de la droite. Droite qui, traditionnellement, n'est pas extrêmement proche des plus miséreux. À la fin de l'année 1849, donc, il va rompre avec Louis-Napoléon Bonaparte. Et en 1850, il va prononcer un autre discours, un discours extrêmement important. C'est un discours contre la loi Fallou. Cette loi, elle assurait la mainmise du clergé sur l'école, c'est-à-dire de l'Église sur l'instruction. Et puis, il va faire un deuxième discours qui est un discours contre la restriction du suffrage universel. Et enfin, un troisième discours, un discours en faveur de la liberté de la presse. Vous voyez qu'il s'engage de plus en plus et de façon de plus en plus virulente contre le pouvoir en place et contre les idées qui étaient tout d'abord les siennes. À partir de 1851, le ton se durcit. Il prononce un discours extrêmement virulent contre la révision de la Constitution décidée par Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte qui révise cette Constitution pour pouvoir conserver le pouvoir. Il va notamment, Victor Hugo, dans ce discours, dire la chose suivante. Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Autant vous dire que Napoléon le Petit en question n'accueille pas de gaieté de cœur ce discours. Et après le coup d'État du 2 décembre 51, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte est confirmé dans sa position de gouvernance, Victor Hugo va devenir membre du comité de résistance et il va partir en exil à Bruxelles. Il part de son plein gré, mais dès 1852, un décret est promulgué par Napoléon qui l'expulse avec d'autres députés. Il va donc s'installer à Jersey. On retient de tout cela que la trajectoire politique de Victor Hugo, elle a un sens, mais elle n'est pas tout à fait linéaire. Il a été un défenseur du peuple, il a été un homme qu'on appelle de gauche, mais cet engagement n'allait pas de soi dans les premières années de sa vie. Les opposants de Victor Hugo vont beaucoup lui reprocher, l'accusant de retourner sa veste au gré du vent. Dans les Contemplations, Victor Hugo va essayer de donner une logique à sa trajectoire politique. Il essaie de reconstruire l'histoire et de montrer qu'il était effectivement monarchiste et homme de droite parce qu'il était né dans un milieu, son père était militaire, dans lequel c'était assez logique, mais que néanmoins, dès ses plus jeunes années, il avait déjà le sentiment d'une injustice à combattre, une injustice qui touchait les plus pauvres. La biographie de Victor Hugo étant rapidement retracée, nous nous intéressons maintenant à l'œuvre proprement dite, les Contemplations. Les Contemplations, c'est un recueil de poèmes publié en 1856, mais qui contient des poèmes écrits entre 1834 et 1855. Les dates des poèmes sont écrits systématiquement en bas des poèmes dans l'édition que vous avez sous les yeux. Ces dates, indiquées en bas de chaque poème, ce sont les dates notées par Victor Hugo. Et si je le précise, c'est parce qu'elles ne sont pas toujours tout à fait conformes à la réalité. Certains poèmes, par exemple, d'amour de jeunesse qui figurent au début de l'œuvre, sont écrits, en fait, par un poète de plus de 50 ans, qui va antidater ses poésies. De la même façon, il va antidater de nombreuses pièces politiques. Pourquoi ? Pour permettre ce que nous disions plus haut, c'est-à-dire la reconstruction a posteriori d'une trajectoire politique plus logique. Quand Victor Hugo date un poème politique de révolte de son adolescence ou des premières années de l'âge adulte, il insiste ainsi sur le fait qu'il a toujours eu l'âme d'un révolutionnaire, d'un homme de gauche. Deux parties dans notre recueil, autrefois et aujourd'hui. Entre les deux, nous l'avons dit, il y a l'idée de la mort. Nous avons mentionné la mort de Léopoldine, mais ce n'est peut-être pas seulement la mort de Léopoldine et nous y reviendrons après. Dans ces deux parties, vous avez à chaque fois 3 livres. Donc nous avons en tout dans le recueil 6 livres. Il n'y en a que 4 qui nous intéressent. Le premier, Aurore, est le livre lié à l'enfance. Le deuxième, L'âme en fleurs, est le livre lié aux premiers émois amoureux. Le troisième livre, c'est Les luttes et les rêves, c'est le livre du début de l'âge adulte et des premières révoltes, notamment sociales, politiques. Il y a ensuite un livre très particulier, Aucamae, c'est-à-dire en français, si je traduis littéralement,
Peu de mots pour la mienne, ma fille. C'est la section de la douleur, c'est le moment où le poète exprime la douleur du deuil du père qui a perdu son enfant. Et il y a ensuite, que vous n'avez pas à étudier, En marche et au bord de l'infini. 6 livres donc, 2 sections et un titre sur lequel il faut s'arrêter un petit peu. Contemplation, c'est un mot qui est lié au lexique religieux. Il y a le mot temple à l'intérieur. Contempler, en matière de religion, c'est regarder le monde, admirer le monde parce qu'il est une création du divin et l'admirer en ce qu'il est la trace de l'existence, de la présence du divin. Il y a donc, dans l'idée de contempler, quelque chose proche de l'idée de méditation, une méditation contemplative, une méditation qui s'appuie sur l'observation du monde. Donc d'emblée, le poète nous dit qu'il va observer le monde. C'est un recueil qui retrace donc de façon presque chronologique une vie humaine, de l'enfance à la mort étant au bord de l'infini, le dernier livre. Pour l'étude de ce recueil, nous retiendrons des thématiques principales. La première, évidemment, c'est le fait qu'il s'agit d'une poésie autobiographique. Victor Hugo retrace finalement une vie entière et il entre dans cette démarche qui consiste à évoquer des événements précis de son existence, des événements passés. On est donc bien dans une démarche autobiographique. Et cette démarche autobiographique, elle est évidemment à mettre en lien avec les caractéristiques de la poésie romantique et la façon dont cette poésie romantique s'empare de l'expression de l'être, du moi, de ce que je suis, etc. Deuxième thématique d'importance, vous l'aurez compris, pour l'étude des contemplations, c'est la question politique. Victor Hugo évoque ses révoltes, alors contre les injustices sociales, mais aussi plus généralement contre les maîtres imbéciles, contre le fait que nous maltraitions les animaux considérés comme moins la chauve-souris, le crabe, l'araignée, etc. Et il tente de reconstruire un itinéraire politique. Donc, on va parler d'une poésie politique. Et la rupture que nous avons évoquée plus haut entre les 2 sections, autrefois et aujourd'hui, c'est aussi une rupture politique. C'est aussi la mort de la République en 1851 avec Napoléon qui prend ou qui garde le pouvoir contre la vie de tous ou presque. C'est la perte des espoirs à partir de 48 et c'est évidemment l'exil auquel il est contraint. Dernière thématique, l'ambition de Victor Hugo, c'est évidemment pas uniquement de parler de lui, même si Victor Hugo aime beaucoup parler de lui. Et je vous renvoie à la préface des Contemplations. Que peut-on lire dans cette préface? Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis. La destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Vous voyez qu'ici, Victor Hugo affiche l'ambition d'une poésie universelle. Son recueil, qui part de l'enfance pour arriver aux abords de la mort, c'est la trajectoire d'une vie d'un humain et pas seulement la sienne. Tout ce qui est relaté, les premières révoltes, les premiers émois amoureux, la douleur, la vie qui revient, etc., ce sont des choses, des expériences que tout être humain connaît. Et donc Victor Hugo considère que les contemplations est un miroir qu'il tend au lecteur. Un miroir dans lequel le lecteur va pouvoir se reconnaître et un miroir dans lequel le lecteur va pouvoir reconnaître qu'il y a une humanité commune, une expérience commune entre lui et le poète et plus largement entre lui et tous les autres hommes. Nous nous intéressons maintenant à la raison pour laquelle ce recueil s'inscrit dans la problématique Les Mémoires d'une âme. Alors la première raison, c'est que Les Mémoires d'une âme, c'est une citation de la préface de Victor Hugo, ce qui est une bonne raison. Mais il y a évidemment d'autres raisons. Les mémoires, qu'est-ce que c'est? Les mémoires, c'est une œuvre historique dans laquelle un être, un auteur, va raconter son existence parce qu'elle est révélatrice d'un moment de l'histoire. On est donc dans un travail qui est à mi-chemin entre l'autobiographie et le travail d'historien dans lequel on raconte une histoire collective. Les mémoires, c'est donc à la fois du biographique et à la fois du politique. Politique pris dans son sens large, c'est-à-dire ce qui participe à la construction de l'histoire. Les mémoires d'une âme. Une âme, c'est quoi? Une âme, c'est en lien évidemment avec l'introspection, avec la question de la recherche et de la découverte de soi. C'est évidemment donc en lien avec
l'esthétique romantique. Victor Hugo évoque dans la préface d'ailleurs les impressions, les souvenirs, les réalités, les fantômes que peut contenir une conscience. Il y a donc chez le poète et dans les contemplations la volonté d'aller explorer non pas une vie dans ce qu'elle a de visible en surface, mais une vie dans ce qu'elle suppose d'émotions, de ressentis, de sentiments. Vous avez remarqué que Victor Hugo évoque les mémoires d'une âme et non pas les mémoires de mon âme ou de son âme. Un déterminant indéfini donc qui va poser une question parce que il va infléchir le sens de l'expression. Si j'écris les mémoires d'une âme, ça veut dire que c'est une âme parmi les autres. Un je qui n'est pas pur pronom personnel, pas purement en lien avec la personnalité. Ou, pour le dire autrement, c'est la volonté de retracer toute vie humaine et cette volonté se lie à la structure du recueil, vous l'avez vu plus haut, de la naissance à la mort, ce que Victor Hugo résume dans la préface par un sourire, un sanglot, un bruit du clairon de l'abîme. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je déposerai évidemment au fur et à mesure du travail qui sera le mien des études concernant les contemplations, des études concernant des poèmes particuliers. Je vous invite donc à jeter un œil de temps à autre à la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.